Salut à tous les gens, salut à tous les gens, bienvenue à vous dans ce Strip Track. Un Strip Track un petit peu particulier puisque je n'ai pas mon collègue Christophe avec moi, alors du coup il n'y a personne pour vérifier que je ne dise pas des bêtises. Quoi qu'il en soit, ce Strip Track va être consacré à un nouveau venu, pas vraiment, en tout cas un nouveau venu à Trick Track, oui. Dans le domaine du jeu, quelque part un petit peu aussi, on va en parler, c'est Benjamin Benetto. Salutations Benjamin, bienvenue à toi. Salutations Guillaume, merci pour l'accueil. Eh ben écoute, avec plaisir, d'autant plus que ça y est, là c'est carrément un palmarès quand on devient dessinateur de Michel Vaillant. Non, mais si, Michel Vaillant quand même quoi. Alors disons que je fais partie maintenant de la grande famille des dessinateurs qui ont participé à Michel Vaillant. Parce qu'évidemment, je suis pas le seul dessinateur actuellement. Nous sommes deux dessinateurs parce que c'est un gros travail. Il y a un dessinateur qui fait les personnages, il s'appelle Marc Bourgne. Et donc il fait les personnages dans un style réaliste. Et moi, je fais les voitures et les décors dans un style réaliste. Réaliste aussi, voilà. Ça marchait mieux. Mais avant, il y a eu d'autres choses. Soit 55 ans de travail de Jean Graton et de ses assistants, différents assistants qu'il a eu au cours de sa carrière. Au cours de cette carrière-là. Michel Vaillant, 1957, si je ne dis pas de bêtises, pour le premier album. Tu disais hors antenne qu'on en est à 70 plus maintenant 6. C'est ça. Hein, grosso modo, on va parler un petit peu plus avant de cette nouvelle saison, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi. Oui. Avant ça, on va d'abord s'arrêter un petit peu, si tu veux bien, sur toi. Pour apprendre un peu mieux à te connaître, du style donc à dessiner sur tes cahiers d'écolier ou enfin, allez, on va dire la BD, c'est arrivé comment? Eh ben en fait, je dessinais pas sur mes cahiers d'écolier. D'accord. Non, j'étais très bien élevé, on va dire, premier de la classe. J'écoutais à l'école, tout ça. J'écoutais à l'école, je dessinais pas si on me disait pas de dessiner. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'école, j'avais plutôt tendance à faire des bonhommes bâtons. Que des bonhommes. Vrais bonhommes. Les seules choses que je prenais le temps de dessiner d'ailleurs, c'était les voitures. Je ne le savais pas. Encore. Je ne savais pas encore que j'allais finir là-dedans. Non, mais en fait, j'ai un frère qui est devenu designer et qui, à l'époque, était intéressé par le design automobile. Et puis, comme j'ai 6 ans et demi de moins, quand lui dessinait des voitures, j'avais très envie de dessiner des voitures aussi. Okay. C'est ce qui m'a donné la morsure et le venin s'est diffusé lentement durant de nombreuses années. J'ai fait ensuite de la bande dessinée parce qu'au départ, je voulais raconter des histoires, que ce soit au cinéma. J'étais très intéressé par le cinéma. J'avais envie de faire une école de cinéma donc ou ça, par le dessin. Quand tu dis cette envie de raconter des histoires, c'est on va dire la première période de ta vie. C'est lycée. Sur lycée, tu étais pas encore lycée, sur le continent européen. non, j'étais donc déjà parce que je suis né en France, mais toute ma famille est partie à Tahiti en 89 et donc j'étais tout gamin. Ouais. Et je suis resté 13 ans là-bas jusqu'à mon bac. Et là, alors que tous mes amis, donc j'ai fait un bac scientifique parce que c'était les sciences qui m'intéressaient. Mais en même temps la BD, mais aussi les sciences. Voilà, il a fallu choisir à un moment. Voilà. Ouais. Et alors que tous mes amis disaient je vais en IUT là-bas, moi je disais je vais faire de la BD. Je vais à Bruxelles. Voilà. Parce que c'est comme ça que tu te retrouves à Bruxelles. C'est comme ça que je me retrouve à Bruxelles parce que Bruxelles a à ce moment-là l'école Saint-Luc qui est réputée jusqu'au bout du monde vu que Tahiti, quelqu'un m'en a parlé. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était une école dans laquelle on pouvait rentrer sans concours d'entrée. Donc je me dis c'est cool. Je déménage, j'y vais, je m'inscris. Pas la peine que je fasse un bonhomme bâton, je vais rentrer direct. Voilà. Il se trouve que l'année où je me suis inscrit, c'est la première année où il y a eu un concours d'entrée. Ok, donc tu as passé un concours d'entrée. Donc j'ai passé un concours d'entrée, un petit peu en mode wouhou, allez, je saute. Voilà, Géronimo. Et en fait, c'était un gentil concours dans le sens où sur les 70 participants, ils en prenaient quand même 44. Donc en fait, c'était plus un concours de motivation pour voir ceux qui avaient vraiment envie de faire. Et quand je crois que malgré mon faible niveau de dessin, parce qu'il faut être bien clair là-dessus, quand je suis arrivé à Saint-Luc, je ne savais pas dessiner, mais j'avais très envie de raconter des histoires. Malgré mon faible niveau, je pense que quand ils ont vu que j'avais déménagé depuis Tahiti pour m'installer dans un cote, dans une chambre d'étudiants juste à côté de l'école, ils se sont dit, là, en termes de motivation. J'ai marqué des points. J'ai fait 3 ans à l'école Saint-Luc avec, entre autres, un camarade, Alexandre de la Serna, dont on a parlé, qui a participé avec Eric Canuise de Flatline Game à Argo. Argo, voilà. Qui est d'ailleurs le point de rencontre
pour ensuite, toi, ta participation avec Voilà. Alcanuiz et Flatline Game C'est pour comme ça que Steam je le fais Rollers. bien. Comme ça que tu te retrouves dans le milieu jeu de société. Tu étais joueur, on en parle un petit peu d'ailleurs dans l'émission consacrée à Steam Rollers. Malgré tout, ce temps-là vient bien après, puisqu'entre les deux, il y a déjà eu la bande dessinée finalement. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc je sors de Saint-Luc. J'ai la chance d'avoir des parents qui continuent à me soutenir financièrement comme si j'étais étudiant, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de chercher un travail. Tu peux faire à 100%, 200%. En vivant comme un étudiant, je continue à essayer de faire de la bande dessinée. Je développe un premier projet seul, mais je vois bien que je ne suis pas mature. On est en quelle année juste pour Là, on est en, je sors en 2005. Je sors en juin 2005. D'accord. J'ai 17 ans à l'époque et non, pardon, j'ai pas 17 ans, j'ai 20 ans à l'époque. 17 ans, c'est quand j'arrive à Saint-Luc. D'accord. 17 ans, j'arrive à Saint-Luc, 3 ans plus tard, tard, 20 ans, premier projet, mais enfin, je me rends bien compte que j'ai rien à raconter. À 20 ans, on n'a pas, enfin, à moins d'avoir subi un traumatisme, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas grand-chose à raconter. Et par hasard, on me propose un projet, alors que je suis en train de faire mes valises pour aller à Angoulême pour participer, enfin non, pour assister au salon international de la bande dessinée d'Angoulême, très connu, en me disant, je vais peut-être rencontrer un scénariste là-bas. C'est une chance. Allez. Ah bonjour, vous êtes scénariste? Ah, je suis dessinateur. Ça tombe bien, je suis dessinateur. Voilà. Allons-y, faisons un truc. Et alors que je suis en train de faire mon bagage, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me proposer un projet sur l'America's Cup, et il cherche un dessinateur réaliste et il dit qu'il est en contact avec les gens de l'America's Cup, qu'il y a toute la documentation qu'il faut et tout. Et je dis bah ok, quand est-ce qu'on peut se voir? Ça fait une demi-heure qu'on parle au téléphone. Il m'explique qu'il a eu mon numéro par une copine qui était dans ma classe aussi, parce qu'il a eu le listing des anciens élèves de Saint-Luc en 2005. Okay. Voilà, donc il a pris la liste et puis voilà. Bon. Et puis comment ça se fait? Tu étais déjà entre guillemets répertorié côté réaliste? Non, c'est juste, il a appelé, il cherchait au départ un dessin éventuellement féminin, mais même si c'est un peu très con de dire ça. Comme ça, mais il s'est dit peut-être que ça pourrait correspondre, comme l'héroïne, et comme c'était une héroïne, il s'est dit peut-être une dessinatrice, ça pourrait être bien. Et il a appelé peut-être une des premières de la liste, et puis elle a dit bah non, moi ça n'irait pas, mais ça pourrait, parce que c'était des bateaux dans un style réaliste, elle pense à moi. Elle lui donne mon numéro et donc voilà, on papote, puis je dis c'est génial, on me propose un projet, c'est excellent. Bon, quand est-ce qu'on se voit? Et c'est là qu'il me dit alors il y a un petit bémol, je suis actuellement dans un établissement pénitentiaire. Sérieux? Pardon? Ah mais oui, il m'explique en fait, donc c'est François Troukens et il était à l'époque en prison. En prison, exact. À la prison de Namur. Avant qu'il devienne scénariste, réalisateur, c'est ça? Oui, scénariste, il était scénariste en quelque sorte. Il avait déjà sorti 2 albums de BD. Il avait repris la série Horizon Blanc avec André Ozzi au dessin. Il avait même, alors qu'il était en cavale, fait une maison d'édition. Oh la vache! Dire qu'il est motivé par la bande dessinée. Ouais, c'est ça. Donc François, donc voilà, cette personne que je ne connais pas encore, me dit bah voilà, je suis dans un établissement pénitentiaire, donc j'appelle via le téléphone de mon assistante sociale et puis bon bah quand est-ce qu'on se voit? C'est ça. Voilà, je lui pose la question, bah oui, bah bon, tu vas pas bouger, donc quand est-ce que moi je peux venir? Voilà. Et donc c'est comme ça que ça commence. Et pendant 3 ans, toutes les semaines, pendant 4 heures, j'allais lui rendre visite à la prison d'abord de Namur, ensuite Nivelles, ensuite Andenne, donc différentes villes de Belgique. Et donc en fait c'était du travail très intensif parce que finalement on était lui et moi, pas de téléphone, pas d'ordi, personne pour nous déranger pendant 4 heures, voilà. Et ça, grâce à ça, on a fait un projet qui s'appelle Zohan. Mais en fait, c'est un projet qui a essuyé les plâtres parce que j'étais pas encore au point au niveau du dessin, au niveau de la narration. Lui, au niveau du scénario, parfois se perdait un peu. Et d'abord, on voulait surfer sur l'arrivée de l'America's Cup. C'était en 2000, je crois que la course était en 2008, et donc il fallait qu'on sorte l'album, mais finalement, ça n'allait plus parce qu'on était trop en retard, j'étais trop lent. Donc, on va sur autre chose. Et il se trouve que, entre-temps, toujours grâce à la même copine à Namur, elle me met en lien. Oui. Hélène, si tu nous regardes. C'est dédicace. Voilà. Et donc, Hélène me met en lien avec le président, l'organisateur de la fête de la BD d'Andenne. Donc, d'Andenne, une petite ville de Belgique, et qui a une fête de la BD. Et je lui avais montré mon book à l'époque. Enfin, je lui avais montré ce que je faisais sur Zohan.
Et en fait, il a demandé à Hélène si ça m'intéresserait pas de bosser sur un projet. Il voyait pas trop quoi, mais c'était avec un dessinateur. Il a oublié le prénom, il a oublié le nom du dessinateur, mais c'était un dessin réaliste. Et puis Hélène me dit, oui, c'est un mec qui fait des filles avec des gros seins et des flingues. Puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Oui, parce que ce serait pour dessiner les décors de cette série en réaliste. Puis je me dis, attends, un mec qui dessine des filles avec des gros seins et des flingues, qui veut. C'est quoi cette histoire? Il y a un truc de fou là. Ouais. Et j'étais à Namur, donc là, en fait j'allais voir François justement, donc je mangeais avec elle, et elle m'explique ça, et puis je me dis bon ouais non, enfin je sais pas, moi ça m'intéresse pas trop, je suis sur Zohan. Et puis elle me dit non mais viens voir quand même Tony Larivière, l'organisateur, qui travaillait dans une pharmacie juste à côté. Et le mec, bon ok allez j'y vais. Il me met le nom, oui je sais plus comment il s'appelle, M. Rennes à Touanadou. Puis ah mais c'est Mathieu Rennes, mais je connais cet auteur, mais je veux bien travailler avec lui. Et donc c'est ce qui a donné Alter Ego. Alter Ego. Voilà, donc Mathieu Rennes, le dessinateur et directeur artistique de la série Alter Ego. C'est comme ça que je suis arrivé dessus. Donc petit à petit, François est sorti de prison et moi je suis arrivé sur Alter Ego. Oui. On n'a pas continué ensemble sur Zohan parce que finalement notre projet on n'a pas réussi à le placer chez les éditeurs, mais lui a continué en scénario de BD et de cinéma, et moi j'ai continué en bande dessinée. Et je l'ai fait arriver chez Le Lombard aussi, parce que je connaissais des amis là-bas. Donc maintenant, son album à lui va sortir à la fin de l'année. Ok. Alter Ego, si on en touche deux mots, on disait hors antenne, ceux qui connaissent un petit peu le jeu de rôle trouveront là de quoi largement agrémenter une petite campagne. Est-ce qu'on peut en toucher deux mots sans non plus trop spoiler? Alors, il y a une première saison qui est ici, une première saison qui peut se lire dans n'importe quel ordre, puisque c'est un personnage par album. Voilà, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2. Ici, on a mis les albums dans un ordre, mais vous verrez qu'au dos de chaque album, ils sont mis dans un autre ordre. Chacun de ces albums suit un personnage dont l'histoire va s'imbriquer avec l'histoire d'un autre. On a comme 6 pièces de puzzle et ensuite on a une résolution dans l'album suivant, qui est cet album-là. Là, c'est la version augmentée avec une preview de la saison 2. Regardez. Donc c'est sorti en 2000. Je ne vous montrerai pas tout parce qu'il ne faut pas spoiler. Voilà. Et donc, Alter Ego, le principe c'est qu'il y a une découverte scientifique qui a des implications mondiales, mais qui forcément implique qu'il y a des gens qui veuillent en profiter, il y a des gens qui la subissent et d'autres personnes qui ne sont pas au courant, évidemment. Et donc, on suit des personnes qui sont différemment impliquées dans la découverte des alter ego. Les alter ego, en gros, ce sont des gens qui ont un lien presque parapsychiatrique, parapsychologique. Voilà, un lien qui a en fait une ressource, enfin il a une origine scientifique et donc on explique l'origine de ce lien. Les gens qui ont été conçus à la même seconde sont liés par un lien fort et qui est mesurable, totalement scientifique et qui est mais invisible à l'œil nu. Oui, bien sûr, j'entends bien. C'est ce qui pourrait provoquer par exemple les brutales dépressions ou les cancers qui se déclarent on ne sait pas comment, ou les rémissions de cancer. Voilà. Il y a un écho avec. Voilà. Donc autour de cette découverte, on a la première saison d'Alter Ego et la deuxième saison d'Alter Ego qui se passe quelques années plus tard, qu'on voit ici. Cette fois, c'est 3 albums qu'on peut lire dans le sens qu'on souhaite, plus le 4e Verdict qui est sorti, lui, en 2014. 2014, ouais. Ça, c'est effectivement, j'espère, parce que sinon tu me reprends et puis tu me corriges, on peut dire que c'est ce qui te lance, entre guillemets, puisque Alter Ego aura le succès qu'on lui connaît, même au point que d'ailleurs une saison 3 est envisagée, tu me disais. C'est un serpent de mer, parce que en fait, entre le moment où elle était conçue par les scénaristes, en fait, le scénariste a conçu dès le départ 3 saisons. Mais c'est impossible de vendre à un éditeur 3 saisons. C'est pas, je vais te faire 20 albums, ça va. Tu signes? Ouais, d'accord, allez, prenez. Déjà, l'éditeur avait pris le risque de faire 6 albums. Alors, on a eu un truc particulier, parce qu'on a fait les 6 albums. Ouais. Déjà, quand on sort les 3 premiers, enfin les 3 premiers dans l'ordre de sortie, pas dans l'ordre chronologique, on nous dit ouais, mais bon, les autres, est-ce qu'on est sûr qu'ils sortent? Je préfère que les autres sortent avant de les acheter. Puis on leur dit, mais si vous ne les achetez pas, on ne pourra jamais les sortir. Mais ça, c'est ils étaient déjà tous faits. Ils étaient déjà tous faits. Donc, les 6 sortent et on se dit, c'est cool, on va pouvoir faire la conclusion, le tome 7. Le tome 7 sort et les lecteurs nous disent, ah, c'est du bois de rallonge, ça se voit, vous avez du succès, vous faites le 7e. Et on avait un mal de chien à leur dire non, mais c'est écrit prévu depuis le début. Depuis le début, était prévu 3 saisons. Donc le problème, c'est qu'on est toujours confronté au fait de faire une promesse
que les lecteurs vont attendre qu'on tienne avant d'acheter, Avant de suivre. ou alors faire le truc un par un. Donc c'est ce qu'on a fait, on a sorti les albums la première saison, la deuxième saison. La deuxième saison a moins bien marché pour différentes raisons. Et donc c'est là que l'éditeur a dit on va peut-être faire une pause, on va voir si. Et maintenant, il y a des voilà, de nouveau, on en reparle. Les scénaristes ont le projet pour la troisième. Entre les doigts, entre les mains. Sauf que toi, du coup, deuxième tournant. Et là, virage contrôlé, je profite de la métaphore dérapage contrôlé, parce que autre rencontre qui t'amène, en l'occurrence, à reprendre la suite de la série phare 1957 de Jean Graton. Et comme tout est lié, encore une fois, j'étais juste au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que sur la série Alter Ego travaille un autre dessinateur qui s'appelle Luca Herbetta, qui était mon homologue, c'est-à-dire qu'il faisait aussi des dessins de décors, parce que moi je faisais les décors sur Alter Ego avec Mathieu Rennes au personnage. D'accord. Et Luca Herbetta est contacté pour travailler sur la série Michel Vaillant, sur les dossiers Michel Vaillant. Donc les dossiers, ce sont des albums thématiques sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'un pilote en particulier. Ici, c'était l'album de Prost. Il fait ça, il y a beaucoup de boulot, et ça se passe, c'est très stressant. Ensuite, quand on lui propose de travailler sur la vie de Schumacher, il dit « je vais demander à quelqu'un d'autre pour faire les décors ». Il me contacte. Ok. Je dis ouais, là c'est bon, je prends. Je veux bien faire les décors de Schumacher, mais juste les décors. Hein. C'était pas moi qui faisais les voitures. D'accord. C'était un ancien du studio Graton qui faisait les voitures. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il a plus le temps de les faire. Donc, Philippe Graton, le fils de Jean Graton qui gère Graton Éditeur, m'appelle un peu en catastrophe en me disant je suis un peu embêté, le dessinateur qui fait les voitures, il n'a plus le temps de les faire. Est-ce que ça t'embêterait Est-ce que tu aimerais faire les voitures? Je sais pas. Puis oui. Et donc, je fais mon test sur les voitures. Le venin de la jeunesse remonte exactement jusqu'au cœur et à la tête. Et je fais le test sur les voitures, sur quelques planches de Schumacher. Oui. Et ensuite, au même moment, il se trouve que Denis Lapierre, un autre de Alter Ego, était contacté pour être co-scénariste de la nouvelle saison de Michel Vaillant. Et là, les pièces se mettent en ordre. Et puis, Philippe me propose donc de continuer sur la nouvelle saison. Nouvelle saison qui, 2012. Du coup, démarre en 2012 par Au nom du fils. C'est ça. 2012, l'album qui est, hop là, je vais le récupérer pour le mettre en caméra déportée. Voilà, et tu démarres donc il sort en 2012. Oui. Ça veut dire que quoi, tu travailles un an et demi dessus? Non, on était plus rapide, mais comme on est deux, on arrive à compresser. En gros, j'ai commencé à travailler dessus au mois de mars, c'est-à-dire qu'on a fait la documentation au mois de mars 2012 et on l'a fini l'été, je crois que c'est au mois de juillet et non, un peu plus tard que ça quand même, parce qu'il est sorti non, je crois que j'ai fini septembre, voilà. Et il est sorti en novembre 2012. On a compressé les délais de production et donc il est sorti en novembre 2012 et ensuite on suivit chaque année, donc 2012, le deuxième en octobre 2012, le troisième 2013, en novembre 2013, je crois. Liaison dangereuse 2013. Ensuite, Collapsus, c'était 2014. Ouais. Et puis Renaissance, là, on a sauté on est passé avant l'été, donc date de sortie au mois de juin. Juin 2016. 16, pardon, oui. Et là, juin 2017, Rébellion, donc sortie il y a 2 mois, à l'occasion des 24 heures du Mans. Donc, je ne montre pas la première image qui… Non, hein, d'accord, ok, je ferme. Non, tu peux montrer les trucs de course, hein, là où… Oui, mais moi, ce que je voulais montrer. Oh là là, les grosses voitures. Ouais, mais non, mais au début, il y avait un truc vachement. Mais bon, on va pas spoiler. C'est comme dans les saisons, il se passe. Oh, tiens, ça explose. Petite question, du coup, tu connaissais déjà Michel Vaillant? Oui. Ah oui, c'est difficile de passer à côté quand on est à la fois lecteur de BD et fan d'automobile. Oui. Donc, naturellement, quand j'étais petit, j'en avais lu. Je ne sais combien, emprunté à droite à gauche, en commençant par une bibliothèque communale du côté de chez mes parents. Et puis, mais bon, j'avais laissé un peu ça de côté, je ne m'y intéressais plus trop. Et en fait, quand on m'a reproposé d'y travailler, j'ai eu Madeleine de Proust. J'ai rouvert justement Le Pilote sans visage, album que je préfère pour la raison très simple que quand je l'ai lu la première fois, j'ai été surpris. Mais c'est lui le pilote sans visage. Et quand j'ai lu la deuxième fois, 15 ans après, j'ai relu. Mais c'est lui le pilote. Je me suis dit, soit je suis vraiment très con, soit il est très fort. Donc voilà, c'est peut-être les deux à la fois. Ça veut dire donc les avoir tous relus. Ça veut dire aussi éventuellement se farcir quoi, toutes les
toutes les tomes complètes, descriptions techniques des bagnoles pour pouvoir les dessiner correctement, machin, etc. Ou non, oui, faut pas aller jusque-là. Ça c'est plus par perversion personnelle. Parce que, parce que je suis un jusqu'au-boutiste et que… voilà, parce que d'ailleurs c'est ce qui me pose problème parfois au niveau des délais, c'est que j'ai tendance à prendre beaucoup de temps à développer ma documentation, à travailler en détail sur les voitures, sur la conception de certains véhicules, parce que donc je fais la conception des nouvelles variantes. Ouais, c'est ça, il y a un côté dans prototype. Les 3 premiers albums, voilà. Ouais. Dans les 3 premiers albums. Ensuite, on a eu des partenariats avec différents constructeurs pour certaines voitures. Et en fait, là, forcément, je peux passer, si je voulais, je pourrais passer 6 mois de l'année juste à concevoir une variante, sachant qu'elle apparaîtrait dans 2 planches. Mais bon, je sais bien que il ne faut pas le faire. Donc je ne le fais pas. Tu fais gaffe et que tu te limites. Mais en effet, je commence à avoir une connaissance de plus en plus encyclopédique sur tout ce que j'essaie de mettre ensuite en dessin. Voilà. Ça marche. On va passer à l'autre pan du coup du travail, là, qui est un petit peu plus technique, j'en sais rien, mais sur la façon, du coup, peut-être d'ailleurs différente entre Alter Ego et Michel Vaillant, la façon dont tu travailles, parce que on le voyait tout à l'heure, je crois, est-ce que c'est dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là, Alter Ego, où il y a effectivement tout un tas de planches où on voit les différentes façons de travailler. Et tu disais que tu travaillais justement de cette façon-là. Alors, ça, c'est les albums des copains. Donc, on travaille de manière assez similaire. Hein. Mais donc là, voilà. Ça, parce que là, tu vois, là, c'est du 3D. Alors, j'ai une 3D, quoi. Oui, c'est une 3D sur SketchUp. Donc, SketchUp que j'utilise énormément parce qu'il y a déjà des modèles qui ont été modélisés par d'autres personnes et qu'on peut donc emprunter gratuitement, que je peux mettre dans l'ordre, dans le sens que je veux. Et après, j'ai toujours à côté de ça une documentation photographique généralement pour les détails parce qu'il y a toujours des choses qui changent. Et je fais des montages entre ça, de la photo, d'autres sources et puis du dessin normal, du dessin d'imagination. D'accord. Donc c'est souvent un montage, je passe beaucoup de temps à composer une planche à partir de très diverses sources de documentation pour ensuite dessiner directement à l'ordinateur. D'accord. Donc comme quand on dit dessiner, voilà, c'est ça, sur tablette. Sur tablette, donc j'ai un stylet qui reprend la pression. Et sur ordinateur, ça dessine en même temps. En fait, là c'est même les tablettes avec l'écran intégré, donc je dessine sur l'écran en fait. D'accord, directement. Ça c'est très pratique. Écoutez, cher Guillaume, nous avons pour vous une démonstration tout de suite chez vous. Non, mais il se trouve que Germain, je lui ai donné en fait c'est les jeux du direct. Je ne le savais pas. Donc Germain, si tu me regardes, là on a le scénario de Michel Vaillant de la planche 50 du tome 4, Collapsus. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit. Soit on te le donne. On nous le donne. Et donc là, c'est Monsieur Gratton et Denis Lapierre qui nous le fournit. Philippe Gratton fait le synopsis, donc il raconte l'histoire. Denis Lapierre écrit le scénario qu'il nous envoie. Ouais. Et donc là, Marc et moi recevons ceci. À partir de ça, Marc, il va faire le storyboard. Donc c'est la planche suivante, c'est l'image suivante. Voilà. Là, on a le storyboard qui a été fait par Marc. Donc c'est le découpage. C'est le découpage. Suivant les planches, c'est lui ou c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Là, j'avais pas le temps de le faire, donc c'est lui qui l'a fait. Mais généralement, les séquences de course ou de course-poursuite ou avec des bagnoles, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Et là, c'est du crayonné, tu fais rapidement le dessin. Voilà, ça c'est généralement format A5. Moi, je travaille sur tablette directement, donc pas vraiment de format, mais je travaille de manière beaucoup plus rapide Qu'est-ce que je veux dire? Tu parlais, le style, on est d'accord, hein, Michel Vaillant, dans la plus pure, si ça se trouve, je vais me couvrir de honte, dans le plus pur style de la BD franco-belge, c'est ce qu'on appelle la ligne claire. Oui, on appelle ça plutôt la ligne claire. Maintenant, la ligne claire, ça c'est large en fait. Relie pas mal de choses parce qu'il y a Tintin d'un côté, Michel Vaillant de l'autre. Mais la ligne claire, en gros, le principe, c'est le côté ancrage et mise en couleur de manière traditionnelle. Pas de mise en couleur directe et pas non plus, c'est pas juste du noir, mais puis il y a un style qui se rapproche d'une certaine école de bande dessinée plutôt réaliste franco-belge. Okay. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire juste que c'est de la ligne claire ou pas. J'essaie petit à petit de m'éloigner juste de la ligne claire pour aller vers des choses un peu plus graphiques, suivant mes influences. Plutôt américaine pour l'instant, même si ça se voit pas, hein, je suis d'accord avec vous. Non, mais toi tu le sais. Donc là, on était donc au storyboard. Ah, boum. Ensuite, la Marc qui fait ses personnages au crayonné, donc il nous envoie ça. Là, il y a juste les personnages et il n'y a pas de décor. Donc il y a toi, juste les personnages, il m'envoie ça. Voilà. Et moi, je me base sur le storyboard. Donc là, on a les personnages ancrés. Donc là, ils sont passés à l'encre. Il travaille lui sur papier, donc au contraire de moi, il a un original pour ça. Il m'envoie le scan. Là, il l'encre comme ça. Il l'encre lui à la main au papier, encre et tout. Et donc ces planches sont en A3. Et là, j'intègre avec
mon décor. Donc là, je n'ai pas montré toutes les étapes, mais j'ai un montage derrière et puis je travaille, donc j'encre sur la tablette et j'intègre les deux. Donc là, on a les personnages et le décor intégrés dans la même planche. Et ensuite, il y a la mise en couleur qu'on ne va pas voir ici parce que j'ai oublié le fichier à la maison. Mais c'est pas grave. Mais on peut voir la mise en couleur oui, dans cet album précisément. Tu as dit 50. Alors, c'est la planche c'est pas 50, la page dont 50, c'est la page 49, normalement. Non, je me suis bourré. En plus, Je dis n'importe quoi. Voilà. T'as intérêt à le retrouver. Hein. Oui, c'est là. 52, voilà, je ne sais plus jamais. C'était dans l'autre sens. Voilà la mise en couleur finale. Donc ça, c'était sans couleur. Ça, c'est sans couleur. Et puis, voilà. Et voilà la planche finie, donc avec les textes qui changent suivant les versions, si c'est en français ou en langue étrangère. Okay. Et la mise en couleur qui est faite par Christian Leroll. Alors, à propos de mise en couleur d'ailleurs, je voulais dire un truc tout à l'heure hors antenne. Sachez, puisqu'on parle beaucoup de jeux de plateau ici, que dans Alter Ego, la coloriste qui s'est occupée de la mise en couleur de tous les premiers albums… Jeux de société, bande dessinée. Hop. C'est une grande histoire d'amour. La coloriste qui s'est occupée de la plupart des albums de Alter Ego, parce qu'il y a eu plusieurs coloristes, mais elle s'en est occupée de 6 ou 7, je ne sais plus. Elle s'appelle Albertine Ralenti. Albertine Ralenti, si tu nous regardes. On te salue. On te salue. Et puis on salue toi qui es la compagne de Antoine Boza. Antoine Boza. Le monde est petit. Certainement. Alors du coup, c'est comme dans le jeu de société. Il finit par y avoir presque de plus en plus de monde. Alors, j'allais dire, on se contente plus. Oui. Ça, c'est la couverture, parce qu'à l'intérieur, on a les crédits. C'est-à-dire, on a la liste de tous les gens qui ont participé de près ou de loin à l'album. Et je ne sais plus où c'est, évidemment, dans cette version-ci, c'est ici. Et on est nombreux, en effet, parce qu'il y a 2 dessinateurs, 2 scénaristes, même 3 dessinateurs. Il y a même quelqu'un qui aide pour la mise en couleur. La couleur de couverture est faite par quelqu'un d'autre. Le logo est fait par quelqu'un d'autre. Donc, c'était une histoire de groupe, Alter Ego. Et ça correspond très bien. C'est de plus en plus le cas dans la bande dessinée, parce qu'il y a un rythme. Alors, en fait, non. Ce n'est pas de plus en plus le cas, mais maintenant on le voit. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 50-60, il y avait beaucoup de gens, des petites mains qui aidaient les dessinateurs. Par exemple, on prend une autre voiture qui est très connue dans la bande dessinée, c'est la Porsche jaune de Ricochet. La Porsche jaune, moi, elle me faisait rêver, je disais « Ah, trop bien une Porsche !» Eh bien, en fait, Tibet n'a jamais dessiné une Porsche de sa vie. Il avait un assistant qui faisait les décors. Porsches. Sauf qu'on ne verra jamais le nom de l'assistant dans les albums. La différence, aujourd'hui, c'est que j'ai le droit d'avoir mon nom en couverture de l'album, alors qu'à l'époque, c'était plus des arrangements entre auteurs. Il y a beaucoup d'albums comme ça qui ont été faits par pas mal de petites mains. Le Studio Graton sur Michel Vaillant, ils étaient jusqu'à 5-6 à travailler sur les mêmes albums. Mais bon, on n'allait pas mettre tous les noms. À cette époque, c'était pas encore… Ici, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent, mais en fait, c'est plus… Une évolution de la reconnaissance qu'il y a autour du travail de chacun. Ce qu'on peut d'ailleurs noter dans le domaine du jeu de société, puisqu'on met de plus en plus qui est-ce qui a traduit, qui est-ce qui s'est occupé du design des pièces, qui est-ce qui a fait le développement, qui est le chef de projet. Voilà, histoire de rendre à chacun et à César ce qui appartient à lui-même. Donc du coup, maintenant, on en revient à ce que tu disais en début de ce strip track, Benjamin Benetto, que je le dis dans le bon sens, c'est que ce Michel Vaillant-là, c'est presque un CDI. Ça se passe comment? C'est signé comme ça? En Tant fait, que ça fonctionne, monsieur, vous dessinez des bagnoles et des décors. Quand je dis c'est presque un CDI, c'est dans le sens où quand on nous pose la question, alors la saison va durer combien de temps? Parce qu'on dit que c'est la nouvelle saison, donc la saison 2 de Michel Vaillant. On dit la saison 1 de Michel Vaillant. La saison 2, ce sera comme la saison 1, 70 albums. 50 ans, 70 albums. Donc voilà, donc là, il me reste quoi, 45 ans, quelque chose comme ça. Et encore un certain nombre d'albums. Et encore un certain nombre d'albums, vu qu'on en fait un peu plus d'un par an actuellement. D'accord. Mais non, enfin, plus sérieusement, la série n'est pas censée avoir de fin. C'est pas parce qu'il se passe un événement particulier dans le tome 6 Rébellion, que je ne vais pas révéler à nos spectateurs. Je ne le montrerai pas. Vas-y Germain, mais là… Ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose là que pour autant on va toujours le faire. Oui. Et donc cette série est censée continuer tant que les lecteurs veulent bien de nous, parce que c'est en fait quand on a commencé à parler de la nouvelle saison, il y a beaucoup de lecteurs qui nous ont dit « Ah mais faites Michel Vaillant dans les années 60, à l'époque où les voitures étaient belles ». Oui, mais l'esprit de Michel Vaillant, c'est pas ça, parce que Michel Vaillant, il a toujours parlé de l'actualité sportive, de l'actualité de la BD. Sinon, on fait une nostalgie où là, on parle comme
pour Blake et Mortimer. Blake et Mortimer maintenant, c'est de la nostalgie. À l'époque où ça sortait, c'était de la science-fiction. Maintenant, on fait de la rétro-science-fiction. Donc pour Michel Vaillant, tant qu'il y aura autant de choses passionnantes qui se passent en automobile, là on a parlé des 24 heures du Mans et je pourrais en parler pendant 2 heures. Et c'est pas la première fois qu'il l'ait fait, pourtant, Michel Vaillant, 24 heures du Mans. 13e fois, et le 13 est un chiffre porte-bonheur pour Michel Vaillant. Le 13e pilote. Le 13 est au départ, le 13e pilote. C'est le 8e pilote, mais bon, il y en a un qui a le numéro 13. Ici, la voiture numéro 13, ici aussi la numéro 13. C'est un chiffre un peu particulier. C'était le 13e album de Michel Vaillant au Mans et il se trouve que c'est le 13e album auquel j'ai participé aussi. Ah bah voilà. Allez, le 13, on est bon. Comment, du coup, on le gère ça, cette attente éventuellement des fans qui peut être une attente justement nostalgique en disant j'aimerais bien retrouver des albums avec des anciennes voitures, etc. Et puis en même temps, cette intemporalité du héros. Alors c'est vrai que par définition presque, le héros de bande dessinée est intemporel. Donc là, on le voit malgré tout traverser les époques. Et on a calculé un peu hors antenne. Et tu disais, il vieillit une fois et demi. Il vieillit en gros 3 fois moins vite que nous. 3 fois moins vite que nous. Parce que là, il a un enfant de 17 ans, donc on peut dire qu'il a pris une vingtaine d'années entre le début et maintenant. Son mariage intervient déjà assez tardivement malgré tout. Oui, mais malgré tout, oui, tardivement dans le nombre d'albums. Mais vu qu'il y a 70 albums avant celui-là, son mariage, je crois que alors, pardon les fans de Michel Vaillant, mais je me souviens plus exactement quand est-ce qu'il se marie avec Françoise, mais c'est assez tôt finalement dans la série. La tour. Et son enfant, donc Patrick, qu'on voit apparaître dans Au nom du fils, parce qu'on l'avait mis dans un placard d'ici là, depuis lors, il est apparu en fait dans une histoire courte dans les années 70, je crois que c'est en 73 ou 79, je ne sais plus. Et d'ailleurs, il y a une édition spéciale de Rébellion où on reprend cette histoire courte. D'accord. Voilà. Donc il était mis au placard. Mais en attendant, quand on fait la nouvelle saison, forcément, il faut faire vieillir Michel Vaillant pour intégrer le fils qui a 17 ans. Qui lui enfin en tout cas arrive dans la narration. Et donc du coup, oui, comment on règle cette atemporalité alors qu'en même temps, il y a des demandes de rétro-temporalité. Alors heureusement, ce n'est pas toi de répondre. Pas ma responsabilité, mais c'est une prise de tête des scénaristes en effet, parce qu'ils essaient de faire des choses innovantes, tout en essayant de garder l'esprit. En tout cas, l'esprit de Michel Vaillant. On ne va pas commencer à faire que Michel Vaillant arrête la voiture et puis commence à ouvrir une boulangerie. Ça sera un peu. Il n'y aura pas de sens. Peut-être que ce sera très intéressant. Agent secret. Ouais, voilà. Il n'en est pas loin. Il a déjà fait des trucs c'est vrai, de ouf. En effet. Mais il faut. Il y a une ADN de Michel Vaillant qui est très chère à notre cœur. Et donc ça, on essaie de le garder tout en restant dans l'actualité, faire découvrir le sport automobile actuellement, faire découvrir toutes les innovations qu'il y a actuellement. Maintenant, on ne sait jamais, on aimerait bien, ce ne serait pas avec l'équipe, donc Marc et moi, parce qu'on a déjà beaucoup de boulot là, mais on aimerait bien peut-être faire des spin-offs, faire un Michel Vaillant à une certaine époque ou des choses comme ça pourrait être envisageable parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui seraient très intéressantes à faire, à raconter de l'époque. Tout n'a pas été raconté. Il y a eu d'ailleurs une série autour de Julie Wood, je ne voudrais pas dire de bêtises. On pourrait imaginer. Alors c'est vrai que Steve Warson, ça reste quand même celui qui a quand même passé un énorme temps avec Michel Vaillant. Donc est-ce qu'il pourrait avoir sa série à lui? Il a déjà pratiquement tout fait avec Michel Vaillant. Le problème, c'est que là les scénaristes ils sont un petit peu coincés dans un trou avec Steve Warson parce qu'ils lui ont fait entamer une carrière en politique. Donc, s'il y avait un spin-off avec Steve Warson, il faudrait réussir à faire en sorte qu'il revienne dans un baquet de voitures. C'est un petit peu. Enfin, il y a certains lecteurs qui sont un peu déçus par ça. Je les comprends tout à fait parce en effet, il y a tellement de personnages dans l'univers de Michel Vaillant sur 70 albums. Les lecteurs nous demandent toujours « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de tel ? Pourquoi Yves Doulea qu'on ne le voit pas ?» C'est rigolo que tu dis ça, je pensais aussi à lui, le petit Yves qui finit par rentrer dans l'école de pilote de Michel Vaillant. Oui, en effet, mais on n'a que 52 planches par album pour parler de… Et en plus, les scénaristes veulent mettre des nouveaux personnages, donc forcément, il n'y a pas la place pour parler de tout le monde. Donc, pour l'instant, Steve Warson est un peu de côté, mais certainement qu'il reviendra pour de nouvelles aventures. Maintenant, Julie Wood, ils ont toujours envie de continuer. Julie Wood, le problème, c'était à l'époque, c'était compliqué de mener les deux séries de front quand Philippe Gratton était seul aux commandes de Gratton Éditeur. Mais il se trouve que pourquoi est-ce que Marc Bourne fait les personnages? Parce que très simplement, il avait envoyé sa candidature pour dessiner Julie Wood. Là, c'était il y a une 15-20 ans, quelque chose comme ça.
Et Philippe Gratton s'en est souvenu, il s'est dit mais voilà, j'ai le dessinateur idéal pour la nouvelle saison. Ouais, d'accord. Il a proposé à Marc et Marc a dit je veux bien faire les personnages. Parce que j'aime pas trop faire les voitures par contre. Et du coup, tu te retrouves à bord. Voilà. Tu te retrouves à bord en tant que dessinateur. Voilà, c'est en même temps un petit peu la suite du destin, la nouvelle saison, comme on l'appelle, de Michel Vaillant, mais qui s'est retrouvé au carrefour, c'est le cas de le dire, nez à nez avec Benjamin. Merci à toi d'être venu. Alors, quand je dis merci à toi, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête automatiquement. On avait dit qu'on allait parler un petit peu du statut d'illustrateur, de dessinateur, bande dessinée. Ce n'était pas toujours facile, qu'il y en avait beaucoup qui avaient un métier. Ah oui, non. Ouais, mais non, là, ça va faire un gros débat, c'est ça. Tout à fait. En tout cas, en l'occurrence, tu parlais tout à l'heure de bon endroit au bon moment. C'est parfois un petit peu pareil pour le jeu de société. Un jeu de société, il sort parfois au bon moment et au bon endroit. Là, en l'occurrence, entre Alter Ego, cette rencontre avec, il faut que tu me redonnes le nom. Mathieu Rennes. Voilà, merci. Et puis Michel Vaillant, ça a été les deux moments clés pour en tout cas entamer cette… Exactement. Et là, je me demande, je suppose que j'ai eu un moment clé en rencontrant Eric par hasard grâce à un ami d'école dont je parlais tout à l'heure, qui m'a mis en contact avec Eric qui cherchait un dessinateur réaliste. Il avait mis dans son brief d'ailleurs un dessinateur, style de dessin recherché, Blueberry, Michel Vaillant. Donc oui, c'est bon, je suis bon. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Ça te brancherait de continuer? Ah oui, bien sûr. Oui, je suis joueur occasionnel de jeux de société et j'ai toujours rêvé, participé au dessin d'un jeu comme ça parce qu'il y a quelque chose de très très différent de la bande dessinée. C'est du travail illustratif, en même temps avec un cahier des charges très particulier. Et puis surtout, voir son dessin utilisé comme ça sur un plateau ou je sais pas, il y a quelque chose de très différent de la BD qui moi me séduisait beaucoup et j'espère continuer là-dedans parce que ça me permet aussi d'explorer d'autres voies au niveau graphique, des choses que je ne peux pas forcément me permettre en bande dessinée. Là, je peux tester différents styles graphiques. La mise en couleur aussi, là j'ai fait la mise en couleur pour Steam Rollers que je ne fais pas naturellement. Enfin, en temps normal, je ne suis pas payé pour ça pour la BD parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Voilà, on partitionne le travail. Donc voilà, moi je suis très très heureux d'avoir participé. Partant pour la suite, voilà. Tu reviendras de toute façon quand tu veux. J'allais dire, est-ce que c'est pas d'ailleurs trop difficile au sens où dans une bande dessinée, le dessin est, alors c'est pas vrai, pas au centre, hein, mais en tout cas, voilà, on profite du dessin pleinement. La case est là pour le dessin, même s'il y a encore les phylactères à la rigueur, ok. Dans le jeu de société, il y a un moment, ton dessin, il est… je mets encore des guillemets, gâché par des icônes, un petit bout de texte qui tronque le bas du dessin. C'est pas trop… en fait… Oh merde, j'avais fait une… Là, on parlait de Steamroller, j'avais fait une super branche, mince, ça gêne, je virer la branche. Oh, c'est chiant, non, c'est pas… en fait, non, au contraire, si je trouve que le dessin est gâché, c'est que j'ai mal fait mon travail. Mon travail, c'est de faire en sorte que le dessin soit à sa place et qu'au moment où on intègre le reste des bulles et tout ça, il n'y ait rien ne soit gêné et que le dessin ait sa place et les informations aient leur place. Donc en jeu, pareil. Les icônes, si elles se placent correctement et qu'elles ne gâchent pas le dessin, c'est que pour toi, en tout cas, le dessin était justement… Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience pour ça. Mais en effet, tout le travail de recherche pour essayer de composer le dessin le plus logique et en même temps qui soit le plus intégré possible au reste. Maintenant, ce n'est pas un jeu avec énormément d'illus, hein, il y en a assez peu, mais c'était un très bon galop d'essai pour moi, pour réussir, pour me confronter à cette difficulté-là. Mais après, en effet, là, sur le plateau central de Steamrollers, il y a un dessin que j'ai bien chiadé, qui est complètement caché par les hexagones. Mais c'est pas grave, parce que de l'autre côté, ils l'ont imprimé. Il y a un beau dessin. D'ailleurs, comme ça, sur les salons, vous pourrez retrouver Benjamin et lui demander de dédicacer le Steamroller. Ah oui, avec plaisir. Dernière petite question, et là, ensuite, on conclura pour de bon. Je suis trop bavard, désolé. Moi aussi. Où en est-on, d'après toi, dans le monde de la bande dessinée? C'est-à-dire que, étant donné qu'on fait très souvent dans le domaine du jeu de société un parallèle entre bande dessinée et jeu de société, avec une période, un espèce d'âge d'or, une augmentation croissante du nombre de sorties, une explosion et de plus en plus de gens qui s'y intéressaient. Et dans le jeu de société, c'est un petit peu aussi ce qu'on connaît. Alors, s'il y a un petit peu ce décalage dans la temporalité, là actuellement, comment est-ce que toi tu vois, est-ce que cette explosion s'est arrêtée sans forcément marquer la fin de l'âge d'or, ou alors peut-être
peut-être en marquant la fin de l'âge d'or. Comment est-ce que tu le vois, toi? Le problème, c'est que l'âge d'or, tout le monde le voit à sa porte, un peu comme midi, tu vois. Mais le truc, c'est que l'âge d'or, on m'a souvent dit que c'était dans les années 80 ou les années 70, enfin, différentes époques. Pour beaucoup, c'était la crise. C'est 10 dernières années parce qu'en fait, le gâteau n'a pas beaucoup augmenté, pourtant le nombre de parts n'a cessé de croître. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà, et en fait, très simplement, la bande dessinée actuellement, entre 2004 et 2017, je crois qu'on est passé de 2000 et quelques nouveautés par an à 5500 nouveautés par an, au pic. Je crois que c'était en 2015, le pic, 2014-2015. Et là, bon, c'était absolument énorme et on se demandait si la courbe allait continuer à augmenter, mais maintenant, ça s'est stabilisé. On est vers 5300 nouveautés par an sur le marché francophone. Et il y a plein de gens qui parlent de surproduction. Maintenant, tout dépend du point de vue. Je pense que c'est bien pour les créateurs parce qu'ils n'ont jamais eu autant de possibilités de produire un premier album. Par contre, ça n'a jamais été aussi difficile de produire un deuxième album parce qu'il faut que le premier marche et qu'il soit visible. Ça, c'est compliqué. Maintenant, le public peut à la fois être noyé en se disant « Ah, mais il y a beaucoup trop, je ne sais pas quoi acheter ». Et en même temps, tellement de choses, tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Donc pour moi, il y a vraiment deux faces à la médaille. La face économique est vraiment pas terrible pour les auteurs parce que les éditeurs leur imposent des prix qui peuvent être très très bas parce qu'ils sont en position hégémonique forcément. Mais donc, en même ça temps, rejoint ce que tu disais, le fait d'avoir parfois un autre boulot à côté parce que c'est pas toujours facile d'en vivre. Voilà, mais en même temps, moi je pense que c'est aussi grâce à la surproduction entre guillemets. Alors, on a fait une saison 2 de Michel Vaillant, grâce à ça je suis dedans. Voilà, ça me permet. Dans la soupe non plus. Exactement. Ouais, donc voilà, il y a deux faces à la médaille. En effet, c'est pas facile pour tout le monde et j'ai pas de solution. J'ai aucune solution. Pour moi, la seule chose que je cherche à faire et que j'espère que chacun fait, c'est de faire le boulot le mieux possible. Quoi qu'il en soit, quand on fait du bon boulot, même si parfois ça met longtemps à être découvert, reconnu, mais voilà. Ça finira par ressortir. Merci beaucoup, Benjamin, de t'être prêté à l'exercice. Dans notre strip track à nous qu'on a ici, on aura tout fait. On aura parlé jeux de société, on aura joué aux jeux de société. Vous avez ça dans la Trick Track Télé avec Benjamin et toute l'équipe, Marc et Eric autour de Steamrollers. On aura eu aussi notre strip track. Christophe, on pense bien à toi. Tu n'étais pas avec nous, mais en esprit, tu as veillé à ce que je ne dise pas trop de bêtises autour de Michel Vaillant, Alter Ego, les projets de Benjamin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera forcément avec d'autres univers, d'autres dessinateurs. Si jamais tu en as d'autres, tu reviens. Alors, autour des prochains jeux aussi. Pour faire juste un petit teasing, justement, sachez, l'année prochaine, je sors mon premier album seul au dessin. Voilà, donc parce que pour l'instant, on a vu surtout mes décors, on n'a pas vu mes personnages. Et donc, je sors mon premier album seul au dessin. Je ne sais pas encore quand, en 2018, quand j'aurai réussi à finir l'album, parce qu'évidemment, je me fous une pression maximale. Ce sera un one-shot aux éditions Le Lombard. Et je crois que Germain peut même nous en montrer vite. Carrément, parce que moi, je voulais juste vérifier si… Ah, mais c'est plus des bonhommes bâtons. Ah non, c'est naze. Attends, moi je croyais que tu avais un album en bonhomme bâton. Voilà. Alors là, j'ai absolument pas le droit de vous montrer cette planche, sachez-le. Voilà. Donc on faut surtout pas le dire. Voilà. Donc pas d'arrêt d'image sur Facebook, nous sur Trick Track, on n'a rien vu. Ne ça c'est pour 2018. Pas à mes employeurs chez Le Lombard, ils seront pas contents que je montre une planche au public avant. Voilà, si vous voulez ruiner la carrière de Benjamin, vous savez maintenant comment faire. Merci à vous. Allez, ce coup-ci, on arrête. On est deux bavards. Rendez-vous dans d'autres univers ludiques ou BD et ciné. À vous de choisir.